Salut toi! C'est parti pour l'update lecture des mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Je mis tout dans le même update lecture, bah déjà parce que je fais beaucoup de vidéos, comme tu l'auras probablement remarqué, et parce que de toute façon j'ai lu beaucoup moins de livres que d'habitude, puisque j'ai eu une petite panne de lecture septembre-octobre, c'est revenu en novembre, et décembre c'est remonté, tu vois. Mais septembre-octobre j'arrivais à lire des graphiques, mais j'arrivais pas à lire des romans, pas graphiques du coup. Du coup sur ces 4 mois je crois que j'ai lu 56 livres. Je dis je crois parce que je suis plus sûre si c'est 55, 56 ou 57, mais il me semble que c'est 56. Graphique compris, bien évidemment. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais vraiment, j'ai lu majoritairement des mangas. Et avant de commencer, je te fais une petite aparté pour te dire que désolée pour ma voix qui de temps en temps va partir en couille, qui est cassée. Peut-être je vais tousser en plein milieu de cette vidéo, mais c'est parce que je suis malade comme un chien. Voilà, je suis ravie, sachant qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est Noël dans 2 jours, et que probablement, je vais pas pouvoir le passer avec ma famille parce que je suis contagieuse. Voilà, donc je suis ravie. Joie. Sur ce, on va pas tarder à commencer avec les graphiques que j'ai découverts ce mois-ci. Du coup, j'ai découvert ce mois-ci Coven de Taous Merakchi et Dacofi Time et aux éditions Dupuis. On y suit 4 lycéennes, tout ce qu'il y a de plus banal, tu vois. Elles sont belles, regarde. Je les trouve très belles, moi. Un jour, des gens que j'aime pas beaucoup, des petits connards, décident d'abattre un arbre qui n'a rien demandé, et sous lequel nos 4 lycéennes ont vécu plein de petits moments tout mignons, et plein de petits moments un petit peu moins mignons, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Les coquines, va. Du coup, forcément, elles sont pas contentes. Elles sont en mode « Vous ne détruirez pas notre arbre !» Sauf que tout le monde s'en fout. On les prend pas du tout au sérieux, et la solution qui s'impose bien évidemment à elles, c'est la sorcellerie. Allez, pourquoi pas? Ne serait-ce pas une idée formidable? Ça ne peut que marcher, bien évidemment. Sachant qu'à la base, elles ont vraiment aucun bail avec la sorcellerie. Hein. Ça sort de nulle part. C'est comme si moi, j'avais un problème dans ma vie. Tu vois, là, par exemple, je suis malade et que je te disais oh, « Eureka, j'ai la solution. Je vais faire de la sorcellerie pour plus être malade. » Voilà. Ça ou gagner des millions, tu vois, parce que... Et la réaction des filles, parce que c'est une des filles qui propose ça, et tu pourrais te dire, bah les autres filles elles vont se dire, bah n'importe quoi, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais non, la réaction des filles c'est, mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Enfin, ça ne peut que marcher. Non. Du coup, elles organisent un rituel pour que l'arbre ne soit pas détruit. Et du coup, je te dis pas si le rituel marche, si ça marche pas, c'est le pitch du truc. Alors, que dire? Les dessins, j'aime bien, tu vois, ils sont assez simples, sans aucune prétention, sans la prétention d'aller dans quelque chose de stylisé. Mais moi, ça m'a beaucoup plu, j'ai quand même bien aimé, d'ailleurs, j'aime bien le look et le design et l'apparence des madames. Pour ce qui est de l'intrigue, je vais pas te cacher que c'est pas inoubliable. D'ailleurs, j'ai déjà moi-même un petit peu oublié. Oups, désolée. Je crois que le bail avec la sorcellerie, tout ça était un petit peu osef pour moi, en fait. Mais... par contre, sur le coup, j'ai passé un beau moment avec ces filles-là. Je sais que je les ai trouvées chacune d'entre elles assez attachantes. Si tu veux, c'était un bon divertissement. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que sur le coup, très très agréable, mais oui, pas inoubliable. Ensuite, j'ai découvert Fragments d'Anaïs Shenke dans la collection Les Insolentes des éditions Hachette, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises. On y suit une meuf qui passe un bon moment a priori, hein, puisque c'est le soir de son anniversaire, tout ça, quand son gros bâtard de mec vient gâcher l'ambiance en lui disant ça te dérange si je me barre pour aller faire la fête avec mes potes? Elle du coup elle est en mode ouais, enfin tu sais quoi, t'es libre en fait de faire ce que tu veux, donc absolument pas, non ça me dérange pas, fais ce que tu veux, moi je suis tranquille, tout va bien, va t'amuser, te bourrer la gueule avec tes potos, ouais, aucun problème. Du coup il est en mode ok, je me barre. Mais bien évidemment qu'en réalité, la meuf, elle est pas ok avec ça, c'est le putain de soir de son anniversaire. Du coup, c'est le début de la fin de leur histoire de couple. Et du coup, la BD se concentre sur comment se reconstruire après une rupture. C'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. C'est assez réaliste. Et j'ai plutôt aimé ce truc-là, dans le sens où je pense qu'à peu près tout le monde peut se reconnaître un petit peu dans cette histoire-là. C'est raconté en nuances de gris, avec des petites touches de couleur de temps en temps. Attends, regarde. Tu vois, c'est gris et de temps en temps, t'as un petit peu de jaune. Et moi, j'aime bien le jaune. Le dessin d'ailleurs, on aime ou on n'aime pas. Moi ça va.
ça a été. Mais je peux comprendre qu'on l'aime pas. Il est quand même très simple. On peut ne pas aimer. Je conseille cette BD. Je la trouve vraiment sympa. Enfin, sympa, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Elle est pas... on se marre pas quand on la lit, hein. On n'est pas bien, on n'est pas dans des good vibes. Mais c'était intéressant à lire et ça m'a plu. J'ai lu également ces 4 derniers mois les mangas Nana. J'ai lu toute la saga, donc du coup du tome 1 au tome 21. Hein, j'ai la flemme de te sortir toute la saga, donc je te sors que le tome 1. C'est trop bien. C'était une relecture puisque c'est un manga que j'avais lu quand j'étais en 5ème. À l'époque, c'était mon manga préféré et c'était une époque où je lisais beaucoup plus de mangas qu'actuellement. Il y avait peut-être plus de pertinence à l'époque, hein, que ce soit mon manga préféré. J'ai voulu le redécouvrir et c'est trop bien. Voilà, c'est génial. Mais je vais pas t'en parler plus que ça parce que du coup, j'ai fait un vlog consacré à ma lecture de toute la saga que je vais te mettre en barre d'infos et je t'invite à aller voir le vlog si tu veux avoir un avis plus détaillé sur Nana. Mais globalement, c'est trop bien. Voilà, lis Nana. Si tu connais pas Nana, vraiment, je t'invite à découvrir Nana. Allez, je te fais quand même vite fait un petit résumé. Voilà, vite fait, c'est cadeau. Dans Nana, on y suit 2 meufs qui ont le même prénom, qui s'appellent toutes les deux Nana. Une des 2 Nana, en gros, c'est une meuf qui veut devenir chanteuse dans un groupe de punk. Elle veut devenir chanteuse professionnelle. Du coup, elle habite dans une petite ville du Japon et elle décide du jour au lendemain de tout quitter pour aller vivre sur Tokyo. La deuxième Nana part elle aussi sur Tokyo, mais elle pour des raisons complètement différentes qui sont qu'elle veut aller y rejoindre son mec qui vit là-bas depuis 1 an. Dans le train pour aller à Tokyo, elles s'assoient toutes les deux l'une à côté de l'autre et de là, une formidable histoire d'amitié va naître entre ces 2 meufs. Voilà, c'est un résumé très court, mais c'est un résumé tout de même, et comme je te l'ai dit plus tôt, si tu veux en savoir plus, va voir mon vlog sur Nana. Ces 4 derniers mois, j'ai également fini L'Attaque des Titans. Pareil, je te sors le tome 1, alors que je n'ai absolument pas lu le tome 1 dans ces 4 derniers mois, puisque j'ai lu du tome 14 au tome 34. Flemme de sortir un autre tome, donc je te sors le tome 1. C'était juste formidable, c'était incroyable. Quasiment tous les tomes, enfin la qualité n'a pas faibli. Cette saga est une pépite intergalactique. Et je n'ai pas peur de dire les mots. Et cette fin, mais waouh! Si jamais t'as pas encore découvert l'Attaque des Titans, mais qu'est-ce que t'attends en fait? Qu'est-ce que t'attends? Il faut y aller. Je t'autorise même à quitter cette vidéo maintenant pour aller soit te procurer les mangas, soit aller découvrir l'anime parce que l'un ou l'autre, les deux sont formidables. Mais fonce! Fonce! C'est vraiment fantastique, c'est trop bien. Voilà, je sais que ma critique n'est absolument pas constructive, mais si tu veux, l'intrigue est folle, les personnages sont bien construits et intéressants. Ah, oui, si, un petit bémol, mais bon, ça je l'avais déjà dit, les dessins, ils sont pas ouf. Ils sont pas hyper beaux, on confond de temps en temps les personnages les uns avec les autres. Dans Nana, par exemple, les dessins sont vachement bien dans Nana. Tu confonds pas les personnages entre eux. Là, c'est pas trop ça. Mais par contre, je tiens quand même à dire que Hajime Isayama s'améliore en termes du dessin. Et au fur et à mesure de l'avancée du manga, ils sont de plus en plus beaux. Et on confond de moins en moins les personnages. Et c'est assez agréable. Donc il y a une évolution tout de même, malgré tout. Mais voilà, c'est mon bémol sur le manga. C'est pas le cas dans l'anime, parce que pour le coup, l'anime est assez beau, je trouve. Je conseille. L'Attaque des Titans. C'est formidable, j'adore. Pour le coup, contrairement à Nana où je te fais un résumé vite fait, là je veux pas du tout te faire de résumé tout simplement parce que j'en ai déjà parlé dans mes autres updates. Ouais, l'Attaque des Titans c'est formidable. Et enfin, au cours de ces 4 derniers mois, j'ai lu la version d'Alice de l'autre côté du miroir, illustrée par Benjamin Lacombe. Tu connais déjà l'histoire d'Alice, je vais pas te faire un résumé. En plus c'est un tome 2. Pour moi, c'est une énième relecture du conte puisque Alice, que ce soit Alice au Pays des Merveilles ou Alice de l'autre côté du miroir, je les ai lus moult fois, mais là ça faisait très longtemps que je l'avais pas lu et du coup j'avais un peu oublié. Et par contre c'est une découverte de le lire dans la version illustrée de Benjamin Lacombe, là pour le coup c'est la première fois. Alors si je parle du texte, moi je suis une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles. Alice de l'autre côté du miroir, j'aime moins. J'aime moins, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un petit peu trop philosophique à mon goût pour du livre jeunesse, même si je sais très bien que Lewis Carroll n'a pas voulu destiner son livre uniquement à la jeunesse. Dans Alice de l'autre côté du miroir, c'est vrai que je trouve qu'on perd en magie. Tu vois, si tu veux, dans le tome 1, c'était déjà philosophique, mais il y avait des pauses. Il y avait justement des pauses un petit peu plus oniriques, un petit peu plus... Là, je trouve qu'on enchaîne et qu'il n'y a pas ce truc... ouais, il manque de la magie, de l'onirisme. Après, je te dis ça, mais ça reste un chef-d'œuvre, of course. Mais c'est vrai que par rapport au premier, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup moins d'affection sur de l'autre côté du miroir, contrairement au Pays des Merveilles, où c'est vraiment un de mes contes préférés. Donc oui, j'aime un peu moins. Pour parler plus précisément de cette édition-là, du coup, le dessin de Benjamin Lacombe. Pépite.
Voilà, c'est tout pour moi. En vrai, il y aurait pu ne pas avoir le moindre texte que j'aurais pris plaisir à feuilleter ce livre-là, telle une enfant de 2 ans, tu vois. Voilà, on est là-dessus et c'est beau. Et on aime bien. C'est tout pour mon avis. De toute façon, moi j'aime beaucoup les illustrations de Benjamin Lacombe. Hein. Ce n'est une surprise pour personne. J'ai vraiment été ravie de redécouvrir du coup de l'autre côté du miroir, accompagné des magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe. Il est temps maintenant de passer au roman One Shot que j'ai découvert lors de ces 4 derniers mois. On commence avec Et ils meurent tous les deux à la fin, écrit par Adam Silvera et aux éditions Robert Laffont. On y suit Matteo et Rufus qui, en plein milieu d'une nuit, vers minuit à peu près, reçoivent un appel pour leur annoncer qu'ils vont crever dans les prochaines 24 heures. Est-ce que c'est un canular ? Non, non, non. Dans cet univers-là, il existe une société qui est capable de savoir quand est-ce que va mourir tous les citoyens du monde, et qui du coup les appelle le jour même de leur mort, tu vois. Tu peux mourir n'importe quand dans la journée. En gros, ils t'appellent vers minuit, et toi tu peux mourir n'importe quand dans la journée, mais c'est sûr que tu vas mourir, tu vois, et tu peux mourir autant à 1h du matin que à 23h. Tu sais pas quand exactement, tu vas mourir dans les prochaines 24 heures. Nos 2 garçons sont jeunes, mais ils se sentent extrêmement seuls. Et comme ils ont envie d'optimiser leur dernier jour sur Terre, ils décident du coup de se connecter à une sorte de Tinder de la mort, dans le but de pouvoir passer leur dernière journée en compagnie d'un dernier ami. Du coup, bien évidemment, quand on suit 2 personnages, ils vont passer la journée, ces 2 personnages ensemble. Je vais me faire détester. Parce que j'ai encore pas aimé un livre super hypé sur les réseaux sociaux. Tu vas me détester, tout le monde va me détester. Ne me lance pas des cailloux, s'il te plaît. Le titre est incroyable. Sinon, Alors déjà pour commencer, j'ai alterné entre lecture audio et lecture papier. Et déjà, le livre audio, le ton des narrateurs, j'avais envie de me pendre. Enfin, je veux bien que l'histoire elle soit pas joyeuse, mais je sais pas, rajoute un petit peu de fun quand même dans ta voix. Enfin, ok, c'est leur dernier jour, mais après tout, ils sont en train de le passer ensemble et ils passent une dernière bonne journée quand même. Je sais pas, mets-le dans ta voix parce que vraiment, c'était pas du tout le cas. Non, vraiment, je pas du tout accroché avec le livre audio. Sinon, pour parler du livre en tant que tel, j'aime beaucoup le concept, c'est-à-dire à savoir que t'es au courant que c'est ta dernière journée, comment tu la passes, comment tu t'occupes, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu penses, tout ça, tout ça. Le thème de base, j'aime beaucoup, j'adore. Mais à part ça, je vais t'avouer que les personnages, ils m'ont pas touchée. Nope. Ni leur discussion ne m'a vraiment intéressée, ni leurs actions. Nope. Nope, 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 nope. À la limite, le moment qui m'a peut-être le plus hypé, en vrai c'est la fin. Là je t'ai touché, là je t'ai embarqué, là il y a eu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose. En dehors de ça... Ouais, Osef, on va encore dire que je suis complètement insensible. Non, écoute, alors en vrai, la relation que tissent les 2 derniers amis, là, bon, elle est plus ou moins, pas totalement non plus, plus ou moins crédible, on peut y croire, ok, j'entends. Et c'est assez bien, tu vois. Il y a aussi, ça je vais pas le cacher, je vais pas le nier, il y a aussi un certain suspense de savoir quand et comment ils vont crever. Parce que, comme je l'ai dit, ils peuvent mourir n'importe quand dans les prochaines 24 heures. Et du coup, je sais pas, à chaque fois qu'ils traversent la rue, à chaque fois qu'il peut avoir un potentiel danger quelconque, t'es en mode oh, est-ce que c'est maintenant? Moi ça m'a quand même fait ça. J'ai eu ce petit suspense là quand même à chaque fois que ça pouvait éventuellement arriver. À ce niveau-là, ça marche. Et encore une fois, hein, comme souvent quand j'aime pas un livre, je comprends très bien malgré tout que ce livre plaise. Je vois les qualités qu'il peut avoir, je comprends qu'il puisse plaire à certains. C'est vraiment pas le type de livre qui marche sur moi. Ce qui m'a malgré tout un petit peu déçu dans le sens où je trouve qu'il y a des vibes à la Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Et pour le coup, Aristote et Dante, j'ai bien aimé. Alors qu'Aristote et Dante, il n'y a pas de concept fort derrière cette histoire-là. Bon, du coup, ça a peut-être été une déception aussi parce que je l'ai pu comparer dans ma tête. Bon, je préfère Aristote et Dante, largement. J'ai découvert également sur ces 4 derniers mois Elantris, écrit par Brandon Sanderson et aux éditions Le Livre de Poche. C'est de la fantaisie adulte dans laquelle on suit sa reine et non pas ta reine. Je sais que ma blague est pourrie, mais j'avais quand même envie de la faire, ça me démangeait. Donc, on y suit sa reine qui est censée épouser le prince Raoden. Sauf que le jour du mariage, alors qu'elle a fait un long voyage en bateau pour pouvoir venir se marier dans la cité de son futur époux, on lui annonce que celui-ci est décédé. Genre, on n'aurait pas pu la prévenir. Sachant que dans cet univers-là, ils ont quand même un moyen de communication instantané, hein, tu vois, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Ils ont les moyens de la prévenir. C'est pas comme s'ils avaient que dalle.
Mais non, comme c'est une bonne femme, est-ce qu'on prendrait la peine de la prévenir? Absolument pas. Bref, bien évidemment, sa reine est blasée, parce que le décès du dit prince, en plus de ça, N'empêche absolument pas qu'elle soit considérée aux yeux de ce pays-là comme mariée. Donc elle est plus ou moins enchaînée du coup à ce mariage et doit fidélité à un cadavre. Youhou! heureusement, pour remonter le moral de notre princesse, il se place plein de trucs chelous à Kae. Kae, c'est la cité dans laquelle elle vit désormais, ce qui lui permet de se changer les idées en enquêtant. En parallèle, on suit également le point de vue du prince Raoden, qui est censé être complètement crevé. Et pour cause, tout le monde pense qu'il est réellement crevé. Alors qu'en réalité, il a juste eu une maladie qui le rend chauve et qui lui met des traces brunâtres sur la peau. Genre, typiquement la vieillesse peut provoquer les mêmes symptômes et on considère pas de suite que t'es un cadavre parce que t'es vieux. Enfin, j'espère pas. On fait pas ça. Qui fait ça? Dis-le moi en commentaire si toi tu fais ça. Et donc, cette maladie là, qui te rend chauve et des taches brunes, existe depuis 10 ans dans cet univers-là. Dès qu'une personne a ce truc, on la considère de facto comme morte et on l'envoie dans une cité qui s'appelle Elantris. C'est donc là que se trouve Raoden qui essaye de survivre tant que mal dans cette cité qui est dite maudite. Et enfin, on suit un troisième et dernier point de vue qui est le point de vue d'un religieux qui en gros essaye de convertir tout le monde à sa religion. L'univers est très intéressant. Moi, il m'a beaucoup plu. C'est essentiellement du complot politique. Il y a certes de la magie, mais très peu au final. Mais par contre, le peu qu'il y a, enfin je veux dire en tout cas le système de magie qui existe dans cet univers-là, qu'on voit pas beaucoup, hein, je le rappelle, hein, si tu cherches ça, tu vas être déçu. Ce système-là est très intéressant et assez original. Les personnages ont tous une espèce de posture de sauveur. Certains malgré eux, ils font pas forcément exprès, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là de sauveur. Et ils sont assez intéressants. Même si je vais pas mentir, le religieux là, j'ai trouvé un petit peu son point de vue laborieux. C'est vraiment le point de vue qui m'a le moins emporté. Heureusement pour moi, les chapitres le concernant sont les chapitres les plus courts. Et ça, j'étais ravie du coup. Je peux conseiller ce livre si tu commences ou si tu veux te lancer dans la fantasy adulte parce que c'est pas du tout une lecture complexe. C'est une pavasse, c'est assez gros, mais c'est pas complexe. Il y a pas what 1000 personnages, il y a pas what 1000 royaumes, c'est pas complexe et ça se lit très très facilement. La plume est très fluide, donc vraiment on n'a pas, comme je dis, peut-être les points de vue avec le religieux, moi ils ont été un peu plus laborieux, mais le reste, ça se lit très facilement, voilà, c'est très intéressant. Si tu ne débutes pas dans la fantasy adulte, ça veut pas dire que ça va pas être intéressant, attention, c'est pas ce que je dis. Il faut savoir que c'est mon premier Brandon Sanderson. J'ai commencé par le début parce que je crois que c'est le premier livre qu'il a publié aussi. J'avais pas envie de me lancer dans une saga de 40 000 tomes. Et c'est vrai que Brandon Sanderson, il fait souvent des sagas avec plus de 3 tomes en tout cas. Et ça m'a donné très envie, du coup, de découvrir d'autres Brandon Sanderson. Et je le ferai avec plaisir. On passe maintenant aux sagas que j'ai découvertes ces 4 derniers mois en lisant leur premier tome. Alunia, écrit par Tiffs et aux éditions Plume Blanche. On y suit Léa, qu'on peut ranger dans la même catégorie que, tu sais, les cons qui font des selfies au bord d'une falaise. Puisqu'elle décide de sortir en plein orage dans la forêt pour aller prendre la photo de cet orage. Bien évidemment, elle s'est fait foudroyer. Elle aurait du coup mérité de crever, mais non, 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 non. Elle arrive dans un autre monde, en plein milieu d'un clan de rebelles qui ont pour but de renverser le vilain monsieur qui est au pouvoir dans cet univers-là. Je vais pas en parler 1000 ans, j'ai fait une vidéo consacrée à 4 livres plus blanches, hein, ça va être le cas d'ailleurs des prochains livres dont je vais parler, ils vont être aussi dans cette vidéo-là. Donc je peux en parler 1000 ans parce que je te mets bien sûr le lien de la vidéo en barre d'infos si tu veux en savoir plus sur mon avis sur Alunia et les 3 autres livres de plus blanches que j'ai lus également sur ces 4 derniers mois. En gros, si je fais un petit résumé de mon avis, j'ai trouvé que ça n'avait pas grand intérêt. Pas mauvais, mais du déjà vu, que ce soit dans l'intrigue, dans les personnages, dans l'univers. Et la plume, elle a beau faire le taf, elle est pas assez exceptionnelle pour compenser le manque d'originalité sur tout le reste. J'ai découvert également Tiziri, écrit par Alexiane de Lys et toujours aux éditions Plume Blanche. On suit Tiziri qui est une chasseuse albinos, sauf que la Terre a été terraformée par des extraterrestres et du coup les animaux qu'elle chasse, elle, c'est pas les animaux qu'on connaît nous. Globalement, on prend les mêmes, sauf qu'on les fait plus dangereux et plus volumineux que ceux qu'on connaît. Tu me diras, comment? Plus dangereux encore que les animaux qu'on trouve en Australie et qui veulent tous ta mort? Oui. Et en plus de ça, les végétaux également veulent ta mort. Tout le monde veut ta mort. Globalement, hein, la faune, la flore,
tout. Donc Tiziri, elle risque sa vie à chaque instant pour pouvoir apporter de la bouffe à son peuple, qui lui, pendant ce temps-là, est bien protégé et bien au chaud. Et en plus, cette bande de bâtards n'est même pas vraiment reconnaissant envers Tiziri. Et un jour, Tiziri va faire une rencontre spéciale dans la forêt, et je t'en dis pas plus. Encore une fois, mon avis détaillé est dans le vlog Plume Blanche, mais en gros, comme Allunia, je trouve que ce n'est pas un roman très original, mais je trouve que pour le coup, il a ce petit truc en plus qui manque pour moi à Allunia. Il a ce petit supplément d'âme, ce qui fait qu'en fait, j'ai plutôt kiffé. Ouais, j'ai plutôt kiffé. Il y a une vibe un peu Avatar avec un message écolo, un message humaniste, une critique du traitement des différences puisque Tiziri est albinos. Et j'ai très hâte de découvrir la suite. On aime Tiziri. J'ai découvert également Angélion, écrit par Justine Tiffine et aux éditions Plume Blanche encore une fois. Encore une fois, du coup, mon avis détaillé est dans le vlog Plume Blanche, donc je vais pas rentrer dans les détails. On y suit Lilium qui commence sa vie pas très bien puisque sa mère crève en donnant naissance. Et d'un autre côté, il y a quand même un truc positif qui se passe au moment où bébé Lilium naît, puisque en gros dans cet univers-là, il y a la déesse Angélion, qui est en gros tout. C'est une source d'énergie, c'est tout. Voilà, Angélion c'est à peu près tout. Et on est dans un univers où tout le monde croit à cette déesse-là, mais ils ont l'impression qu'elle les a un petit peu abandonnés dans le sens où avant, il y avait régulièrement une manifestation de sa part qui était sous forme d'une étoile qui pouvait se lever pendant plusieurs jours. Et ça fait très longtemps que l'étoile ne s'est pas levée, mais quand je dis très longtemps, ça fait des siècles. Et le jour de la naissance de Lilium, l'étoile se lève à nouveau. On suit en réalité Lilium 22 ans plus tard, on la découvre en tant que jeune adulte et il se trouve que Lilium est capable de manipuler l'Angélion. Parce que comme je l'ai dit, l'Angélion c'est aussi une source d'énergie dans ce monde-là. Ah si, je vais peut-être aussi rajouter qu'il y a une grosse menace la nuit dans cet univers-là qui sont les damnés, qui sont des espèces de zombies, on va dire. Je schématise, c'est pas vraiment des zombies. Pour aller court, on va dire ça comme ça. Dès que tu sors la nuit, tu risques d'être attaqué par eux. Mon avis, en gros, j'ai beaucoup aimé. Que ce soit l'intrigue, les personnages, l'univers, c'est assez prenant, assez intriguant également. C'est très introductif. C'est peut-être le bémol que j'ai à propos de ce tome-là, c'est-à-dire que à la fin tu te dis ok, je veux découvrir la suite, je veux en savoir plus, c'était trop cool, mais pour moi tu m'as introduit juste des trucs là. Et ce que tu m'as introduit était vachement bien, donc c'est pas une vraie critique ou quoi, c'est juste un fait pour moi. C'est vraiment une excellente découverte, Angélion. Je recommande vivement, c'était vachement bien. Et pour finir sur les premiers tomes de saga que j'ai découvert dans ces 4 derniers mois, j'ai découvert le premier tome de la Guilde des Ombres, écrit par Anatrice et aux éditions Plume Blanche. On y suit Panama qui au début de l'histoire a 11 ans et une vie de merde, comme souvent dans la fantasy, puisque ses parents sont morts. Cela dit, pour le coup, son père étant un gros connard, peut-être lui, il faut mieux qu'il soit décédé, mais sa mère, la pauvre, elle, ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Du coup, elle se retrouve dans un orphelinat où tout le monde la déteste et lui jette des cailloux parce que... pourquoi pas. Heureusement, ou peut-être pas, elle est repérée par un assassin elfide de la Guilde des Ombres qui se rend compte qu'elle a un don et lui propose de la former en tant qu'assassin au sein de la Guilde des Ombres. J'ai adoré, on est vraiment pas loin du coup de cœur, on est peut-être dans le coup de cœur, mais moi il me faut plus de recul pour savoir si on est dans le coup de cœur ou pas. Mais j'ai adoré. Pour un avis plus complet, comme les autres livres que je t'ai présentés dans cette catégorie, va voir mon vlog sur Plume Blanche. Vraiment, j'en parle bien plus en détail. Et ça vaut le coup parce que c'est trop bien. Et on finit cette vidéo avec les suites de saga que j'ai découvert au cours de ces 4 derniers mois. J'ai découvert le dernier tome des Sœurs Carmine de Laurine à l'école, écrit par Ariel Halls et dans la collection Naos des éditions Memnos. C'est le dernier tome de la saga, du coup pas de résumé. C'est, je pense, mon tome préféré de la saga parce que j'adore Dolorine et Nyx. C'est aussi le tome le plus jeunesse, c'est-à-dire que pour moi ce tome peut être lu presque à partir de 7 ans, malgré le fait qu'il y a des gens qui meurent et tout ça. Tu sais, ça peut se lire comme un chair de poule, tu vois. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, puisque là encore, j'ai fait une vidéo très récemment sur mon avis sur la saga complète des Sœurs Carmine, que je vais mettre en barre d'infos et que je t'invite à voir si tu veux en savoir plus sur ce dernier tome, et sur mon avis sur la saga entière d'ailleurs. J'ai également lu le 3e tome de Nevermore, la traque de Morrigan Crow, écrit par Jessica Townsend et aux éditions Pekaji. Encore une fois, pas de résumé parce que c'est un tome 3, c'est
vraiment top. Cette saga va vraiment complètement crescendo pour moi. Le tome 1, je l'avais trouvé sympa, mais j'étais pas non plus emballée de ouf. Alors que sur les réseaux sociaux, c'était le feu sur cette saga. Vraiment, c'était en mode oui, c'est le nouvel Harry Potter, enfin voilà. J'étais pas forcément d'accord à ma lecture du tome 1. Déjà, le tome 2, je me suis dit, ok, ça commence à être plus intéressant encore. Et là, bah ça y est, je trouve que c'est vraiment, je comprends la hype à partir de ce tome 3. Ça aborde ici pas mal de sujets profonds et très intéressants. Et le personnage principal, du coup, le personnage de Morrigan Crow, prend en ambiguïté et en complexité. Et ça, je dis oui. Après, c'est normal dans le sens où elle a 13 ans, je crois, dans ce tome-là, alors qu'on a commencé à la suivre, on avait 11. Donc effectivement, 13 ans, c'est un âge où tu changes, voilà. Mais du coup, c'est pas que ça. C'est pas juste elle change, c'est... Ouais, elle prend en complexité, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce tome 3. Et enfin, le dernier livre dont je vais parler dans cette top d'écriture, c'est le tome 2 de La Faucheuse, Thunderhead, écrit par Neil Schusterman et aux éditions Robert Laffont. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et celui-ci, j'ai surkiffé. Après la fin du tome 1, si tu veux, j'avais aucune idée de là où il pourrait nous emmener par la suite. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'il est, ma foi, parti sur quelque chose d'extrêmement surprenant. Contrairement au tome 1 où on suivait presque que les deux personnages principaux, ici, on change de point de vue très régulièrement. On suit du coup plein de personnages différents et tous plus intéressants les uns que les autres. Chaque chapitre est coupé par un espèce d'encart dans lequel on suit les pensées, si on peut appeler ça comme ça, du Thunderhead, qui est une espèce d'intelligence artificielle toute puissante. C'est sous cette forme-là, et on a ça entre chaque chapitre. Et ces trucs-là, tu vois, sont super intéressants. C'est en gros un genre de dieu intelligence artificielle, tu vois. On y trouve une justesse dans l'écriture des personnages. Les personnages sont tous paumés. Même le Thunderhead, hein, dieu intelligence artificielle, tout ça. Alors qu'il fait genre, moi je sais tout, gna, je suis surpuissant, je sais tout. Même lui, il est un peu paumé en vrai, hein, parfois. Parfois, pas tout le temps, mais un peu. Et la fin... What? Écoute-moi bien, Neil. Tu peux pas faire ça. Je n'accepte pas. Je ne suis pas d'accord. Nope. Tu vas revenir en arrière, tu vas me changer cette fin. Je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord. Ce livre est génial. J'ai adoré. C'est la fin de cette update lecture. J'espère que tu n'as pas trop souffert avec ma voix qui part en couille régulièrement. J'espère du coup que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. Si jamais tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me laisser un petit emoji. En vrai, je sais pas quel emoji tu peux me laisser. Tu sais, je vois pas ce qui relie entre elles mes lectures. Si, à la limite, tu peux me mettre un petit emoji plume parce que j'ai lu beaucoup de plumes blanches. On va dire que ça correspond très bien. Si tu as d'autres idées qui correspondent à ce que j'ai dit dans mon update, je prends aussi, hein, bien évidemment. En tout cas, je te laisse pour aujourd'hui et je te fais des bisous.